Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi nous faisons un point sur la vie politique, économique et financière américaine avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui est à distance avec nous. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. Nouvelle semaine donc dans cette crise du Golfe, nouvelle semaine et nouvelle stratégie ou tactique américaine. Après la séquence des ultimatums, nous voilà dans la séquence blocus du détroit d'Ormuz. Oui, si vous aimez les zigzags avec Donald Trump, vous êtes toujours comblé. Il a fait beaucoup de zigzags en matière de politique commerciale. Et là, au bout de 6 semaines, il a déjà procédé à plusieurs zigzags. On a quand même l'impression que ce dernier zigzag est plus marqué que d'autres parce que d'abord, au bout de 6 semaines, il est difficile de dire que la guerre est finie et qu'elle est gagnée. Elle n'est clairement pas finie, elle n'est clairement pas gagnée. Et le narratif triomphant affiché par Donald Trump depuis déjà au moins 2 ou 3 semaines est quand même démenti par les faits, puisque nous observons une forme de réescalade avec ce blocus. Je vous avoue que ce matin, quand Washington s'est réveillé, on avait du mal à comprendre que la solution au blocage de la libre circulation dans le détroit d'Ormuz était d'imposer le blocage de la circulation dans le détroit d'Ormuz. Il a fallu un certain temps pour comprendre ce que voulait faire Donald Trump. On essaye de deviner son intention. Pour faire simple, il veut retourner l'arme économique qui est en train de faire du mal aux économies de l'Asie, de l'Europe et également des États-Unis, retourner cette arme contre l'Iran et revenir sur cette aberration depuis 6 semaines, à savoir que l'Iran a continué d'exporter du pétrole. En interdisant désormais aux ports iraniens de servir de point de départ pour l'exportation de pétrole, mais en laissant, en théorie, les autres cargos venus du Koweït, d'Arabie Saoudite, des Émirats, du Qatar, etc., vendre et exporter leur pétrole, leur gaz et le reste de leurs denrées, théoriquement, on retourne l'arme économique contre l'Iran. Le problème de cela, c'est que même à supposer qu'on y parvienne, ça ne sera pas une solution rapide au conflit. Et depuis le début, beaucoup d'analystes considèrent que la rapidité est absolument essentielle pour que cette crise ne soit qu'un sursaut pour l'économie mondiale, un sursaut dans les prix de l'énergie qui soit corrigé ensuite, et plus elle dure, et avec l'instauration de ce blocus, elle va durer, plus il est évident que la récession s'impose pour plusieurs pays d'Asie, pour l'Europe, voire aussi pour les États-Unis. Un certain nombre de choses étaient censées se produire dans le scénario court et idyllique. On peut retourner à nos conversations d'il y a 5 semaines. On devait avoir des formes de sédition dans l'armée iranienne, il n'y en a pas. On devait avoir des formes de soulèvement de l'opinion iranienne, on ne les voit pas. On devait avoir une destruction suffisante des capacités de riposte de l'Iran. Elles ne sont pas suffisantes. On devait éviter que les infrastructures pétrolières et gazières des pays arabes de la région soient bombardées dans des représailles. Ça n'est pas le cas non plus. Toutes ces choses importantes qui étaient censées se produire ou ne pas se produire ne sont pas au rendez-vous. Donc on rentre dans un conflit qui, semble-t-il, va durer. Il n'est plus possible de crier victoire. Et peut-être que la Chine est une des clés maintenant de ce problème, parce que la Chine est indirectement, et même on peut le dire directement, visée par ce que veulent faire les États-Unis, puisque la Chine est le premier client qui achète du pétrole à l'Iran. Justement, on peut imaginer là, alors ça fait un peu théorie des jeux, des équilibres un peu complexes, mais se dire que le détroit d'Ormuz, c'est soit tout le monde y passe, soit personne n'y passe. Et donc là, Donald Trump a décidé que personne n'y passerait, puisqu'il ne veut pas se laisser dicter quand même le tempo et le trafic maritime par Téhéran. Est-ce que ça peut quand même amener une pression et j'allais dire presque un rassemblement autour de Trump, de pays qui sont attachés à la libre circulation sur les mers, c'est-à-dire décentrer un petit peu le débat pour se recentrer sur
la règlement international qui régit la libre circulation en mer notamment. Beaucoup de pays dans le monde sont attachés à ces règles-là, Pierre-Yves. Oui, la Chine en particulier, Ouais. à moins que indirectement on considère que ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz soit le prélude à un contrôle beaucoup plus strict en mer de Chine. Si on revient sur le principe fondamental de la gratuité, de la libre circulation, si tout le monde commence à imposer des péages un peu partout, alors là, c'est l'effondrement du commerce international tel que nous l'avons connu. Mm. Le blocus, je ne sais pas quel terme employer, que cherche à imposer Donald Trump et qui, depuis quelques heures, s'est mis en place, semble-t-il, est sélectif. Hein. Il ne concerne que les navires iraniens. Tout ce qui va venir du Koweït, des Émirats d'Arabie Saoudite, etc., est censé pouvoir passer. Ça ne sera pas facile à mettre en œuvre. Et puis, on se demande combien de temps les Américains vont supporter le gallon d'essence à plus de 4 Ah, ça, dollars, ouais. presque 5, voire 6 maintenant sur la côte ouest. Il est surprenant de voir que le message de Donald Trump à ce propos au cours du week-end a changé. Il a lâché que, bah oui, il était possible que finalement, non seulement l'essence ne voit pas son prix baisser rapidement, mais qu'elle augmente encore et que d'ici les élections de mi-mandat début novembre, elles sont encore très chères. On sent qu'il y a une certaine forme de renoncement de la part Ouais, de ouais. Donald Trump, qui, après nous avoir tenu un discours j'ai gagné, la guerre est finie, maintenant est en train de nous dire ben, ouais, bon, on va supporter l'essence un peu plus chère, mais ce n'est pas si grave que ça. Toute une partie de son électorat ne va pas apprécier ce renoncement. Non, non, mais je me souviens qu'il tenait des propos similaires aussi pendant le choc de Liberation Day, en nous vendant un peu l'idée qu'il fallait, il y aurait un coût, il y aurait des efforts, mais que ces efforts permettaient évidemment d'avancer sur le chemin de la grande Amérique et de l'âge d'or, pardon, de l'Amérique. Bon, on verra jusqu'où la situation se développe évidemment dans les prochains jours, les prochaines semaines. L'autre pan de l'actualité, c'est ce qui s'est passé, je crois, en fin de semaine dernière, avec Scott Bessent au Trésor qui a organisé une grande réunion avec les banques de Wall Street pour parler IA et cybersécurité. Oui, alors c'est pas tous les jours que non seulement le secrétaire au Trésor, mais le patron de la Réserve fédérale, deux hommes qui ne s'apprécient pas beaucoup, semble-t-il, sont réunis pour inviter les patrons des plus grandes banques américaines. Alors, il en manquait quelques-unes, notamment Jamie Dimon de JP Morgan Chase n'était pas là, mais enfin, la plupart des autres étaient là. Et pour leur dire, attention, les règles du jeu en matière de cybersécurité ont changé. Et nous avons la société Anthropic qui vient de sortir un nouveau modèle, qui est la première à le dire, qui refuse de diffuser ce nouveau produit à grande échelle parce qu'elle estime qu'il est trop dangereux. Et cette réunion avait, je dois dire, moi sur le coup, je n'avais pas percuté là-dessus, un objectif juridique important, c'est Ah. que d'ores et déjà, maintenant, les plus grands établissements considérés comme systémiques par le régulateur américain, au terme de la loi, ont été mis en garde. La balle est maintenant dans leur camp. Vous avez été formellement mis en garde contre l'irruption de nouveaux dangers, de nouveaux risques pour la stabilité du système financier. Il vous incombe de procéder à un test général de tous vos systèmes informatiques en employant des normes de vérification de failles qui est supérieure à ce que vous avez fait jusqu'à présent parce que c'est la stabilité du système financier entière qui est en jeu. Ce nouveau modèle Mythos de la société Anthropic, mais il va y en avoir d'autres qui ne manqueront pas de sortir dans les prochaines semaines, venant de Google, venant également de OpenAI, est à même d'identifier des failles Ouais. beaucoup plus rapidement que les systèmes précédents. Et j'ai appris un mot au cours des 48 dernières heures, de nous faire du Zero Day Exploit. Qu'est-ce que le Zero Day Exploit? Eh bien, c'est la capacité pour un pirate informatique, dès le premier jour, dès la découverte d'une faille, de l'exploiter. Jusqu'à présent, d'après ce que je comprends, je ne suis pas un expert en cybersécurité, mais l'essentiel de la cybersécurité consistait à comparer
l'efficacité et l'absence de failles dans un système à une liste de failles connues. Avec l'introduction de Mythos, les règles du jeu ont changé parce que Mythos permet d'identifier très rapidement des failles et de les exploiter très rapidement par le même modèle. Donc on a peut-être potentiellement un jour, dans les mains des pirates, des modèles qui trouvent des failles dans les navigateurs Internet et dans des systèmes informatiques qui ont été codés il y a 30 ans. D'où l'urgence pour les géants de la finance américaine systémique de nettoyer complètement leur système avant que ces armes potentielles soient dans les mains de tout le monde. Et effectivement, hein, l'IA, créatrice et destructrice de valeur, l'IA qui est à la fois une opportunité, bien sûr, mais aussi un risque. Tout dépend de quel point de vue on se place, et donc un nouveau risque, effectivement, pour ce secteur bancaire et ces grandes banques systémiques américaines qui vont toutes publier leurs résultats dans les prochains jours. On a déjà eu ceux de Goldman Sachs aujourd'hui, nous en aurons d'autres encore dès demain. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain de Smart Bourse, notre correspondant américain. Un quart d'heure que vous retrouvez comme toutes nos émissions en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées.